Bon, très bien, nous allons commencer. Merci, bien, bonjour, puis bienvenue tout le monde à cette conférence virtuelle durant laquelle nous discuterons ensemble de l'insertion des personnes immigrantes dans les entreprises québécoises. Mon nom est Louisa Silva et je suis la coordonnatrice du projet IDÉ, qui veut dire Inclusion, Diversité, Équité pour les personnes racisées en entreprise. Ce projet est porté par Intégration Jeunesse du Québec et financé par Patrimoine Canada. La conférence que j'anime ce matin est la 5e d'une série de 8 conférences panels qui souhaitent rendre accessibles des pratiques innovantes et gagnantes pour plus d'inclusion, de diversité, d'équité culturelle dans les entreprises québécoises. Comme vous le voyez sur votre écran, je vous partage le déroulé de cette matinée. Nous avons tout d'abord commencé par un mot de bienvenue. Je vais par la suite faire un petit point sur les détails techniques liés à notre conférence. Puis au vu de ce qui s'est passé ce matin, on voit que c'est important de pouvoir faire un petit point technique. Je vous présenterai rapidement l'organisme pour lequel je travaille ainsi que le projet IDÉ dans lequel s'inscrit cette conférence. Nos panélistes prendront tour à tour la parole pour se présenter à nous. Et par la suite, nous commencerons notre échange de ce matin qui durera à peu près 1 heure. Puis viendra le temps des questions-réponses. Merci à vous tous d'être présents ce matin. Pour que cette conférence se passe le mieux possible de votre côté, voici quelques informations techniques. Votre micro et vos caméras sont désactivés durant tout le long de la rencontre. Le micro, quant à lui, pourra être activé à la période des questions-réponses. Après en avoir fait la demande, il s'agira tout simplement de sélectionner « Lever la main » et on désactivera votre micro à ce moment venu. Pardon. Le chat, quant à lui, est ouvert durant tout le long de la conférence. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, utilisez plutôt la section questions-réponses Q&R. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à l'écrire dans la partie du chat. Si vous souhaitez par contre que votre question soit vue et lue par tous les panélistes et également les participants, il faudra sélectionner l'option « Tous les panélistes et participants ». Sinon, votre commentaire et votre question ne seront vus et lus que par les panélistes. Donc, merci à tous. Comme je vous l'ai dit en introduction, la conférence de ce matin portera sur l'insertion des personnes immigrantes sur le marché du travail québécois. Nous avons la chance ce matin d'avoir 3 panélistes avec nous pour vous apporter des éléments de réponse pour mieux recruter, mieux intégrer, ainsi que mieux retenir les personnes immigrantes au sein de vos entreprises. Donc, merci à tous les 3. Bonjour Anne-Marie, bonjour Souleymane et bonjour Lucio. Je vais vous laisser un petit temps chacun pour vous présenter tour à tour à notre auditoire. Je vais donner la parole d'abord à Anne-Marie pour se présenter. Oui, il faut désactiver le micro. Toujours pas. Il serait installé. Ça y est maintenant? Très bien. Il bascule. Alors, bonjour. Merci pour l'invitation, Sylva. Dans un premier temps, je suis contente d'être parmi vous. Je suis employée d'Hydro-Québec depuis presque 15 ans maintenant. J'ai la responsabilité du mandat Équité, Diversité et Inclusion depuis près de 5 ans. Alors, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais voilà, c'est au nom d'Hydro-Québec que je suis avec vous ce matin. Merci beaucoup Anne-Marie. Je vais demander à Lucio de se présenter également. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Je suis Lucio Cassacani, je suis chercheur en sciences sociales, anthropologue de formation. Mes recherches portent sur le salariat migrant, notamment dans l'agriculture intensive. J'ai examiné les programmes pour les travailleurs et travailleuses agricoles saisonniers au Québec. Ensuite, la migration circulaire de la main-d'œuvre agricole entre l'Espagne et le sud de la France. Et plus récemment, je m'intéresse aux personnes immigrantes, donc avec un statut permanent ou temporaire
dans les métiers de la construction au Québec dans le cadre d'une recherche action au centre Interaction. Je dois dire que mes recherches ont soulevé plus les enjeux liés à la précarité au travail et au statut migratoire. Donc, peut-être que je suis un peu distant des préoccupations et des besoins des ressources humaines. Mais je crois et j'espère que ces enjeux constituent toujours une toile de fond pour penser justement des bonnes pratiques d'insertion. Donc, merci. Merci beaucoup, Lucio. Puis Souleymane, je vais vous présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Souleymane Guissé, je suis médiateur interculturel de formation et puis donc je travaille dans les questions de l'immigration, des relations interculturelles et de l'équité et diversité et de l'inclusion depuis plus de 10 ans. Donc, en ce moment, je suis chargé de projet à la formation responsable des dossiers donc équité, diversité et inclusion au comité sectoriel économie sociale, action communautaire. Et parallèlement à ça, je suis également président du conseil interculturel de la ville de Montréal. Donc, j'ai eu à participer à beaucoup d'études, beaucoup de travaux en lien avec les thèmes dont on va discuter aujourd'hui. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup à tous les trois de vous être présentés. Donc, nous allons commencer cet échange de ce matin. Pour commencer, je pense que lorsqu'on nous utilisons le terme de personnes immigrantes, il est important de savoir de qui nous parlons. Alors, Souleymane, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit quand on parle de personnes immigrantes et quelles sont les réalités auxquelles elles font face? Ah, Souleymane, le micro aussi. Oui, effectivement. Donc, oui, donc quand on parle de personnes immigrantes, je vais commencer de façon formelle. Ce qu'on parle, du moins comment on l'utilise au niveau législatif ou en tout cas dans la culture administrative québécoise. Et une personne immigrante, c'est une personne qui réside ici depuis 5 ans et moins. Après, on parle des statuts de résident permanent. Certainement, c'est dans la perspective de résident permanent. Donc, les personnes sont résidents permanents pendant 5 ans après logiquement, ils deviennent citoyens. Mais ces dernières années, justement, ça a changé. Donc, on a vu beaucoup de statuts temporaires. Donc, finalement, quand on parle de personnes immigrantes, c'est pas une entité homogène. Tant en termes donc de statuts, on distingue généralement des statuts donc permanents et temporaires, mais il y a les réfugiés, il y a également les personnes sans statut, on l'a vu il y a quelques années avec donc les personnes qui venaient du Sud aux États-Unis. Donc, globalement, ce n'est pas une entité homogène, la dimension statut est très importante, mais aussi les origines. Hein. Je veux dire, le Québec, le Canada sont ouverts sur le monde, donc il y a des personnes aux origines culturelles différentes et même des personnes qui viennent d'une même ère culturelle qui sont aussi très, très différents. Mais globalement, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment, ce n'est pas une entité homogène, surtout au niveau des statuts. Et puis, je pense que Lucio le disait, maintenant, ça va jouer sur les stratégies ou bien sur les processus d'intégration, sur les écueils auxquels les personnes auront à faire face dans leur parcours migratoire. Certainement, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. En résumé, c'est ce qu'on peut dire si on parle des personnes immigrantes. Merci. Lucio, vous qui avez travaillé et porté une recherche sur les programmes pour les travailleurs saisonniers, est-ce que vous pouvez également nous faire davantage le portrait des travailleurs saisonniers? Oui, je parlerai tout d'abord de travailleurs et travailleuses migrants temporaires. Donc, nous avons plusieurs programmes et volets pour embaucher les personnes migrantes temporaires, évidemment. Mais bon, il y a un volet talents mondiaux pour les professions de niveau 0 et A selon la classification nationale des professions. Mais nous avons ensuite le programme pour les travailleurs étrangers temporaires qui se structure en plusieurs volets. Donc, le volet pour les professions à haut salaire et à bas salaire, selon donc, le salaire donné à la personne s'il est égal, supérieur ou inférieur au salaire médian au Québec. Et puis, nous avons plusieurs programmes volés pour le secteur agricole. Donc, dans ce cas, on parle plus davantage de travail saisonnier. Nous avons le programme pour les travailleurs agricoles saisonniers, qui est un programme qui date des années 60.
Et le volet agricole, donc un volet qui a été créé dans les années 2000 et qui reflète un peu aussi les changements vraiment au niveau du paradigme d'immigration parce que c'est un volet plus privatisé. Donc, il n'y a pas un accord bilatéral entre les États comme dans le cas du programme pour les travailleurs agricoles saisonniers. Et nous voyons de plus en plus la privatisation justement du système d'immigration. Et dans le volet à bas salaire, nous avons aussi un volet bas salaire spécifique au secteur agricole, donc pour les professions agricoles, mais qui ne rentrent pas dans l'agriculture primaire. Dans le cas du Québec, on peut voir que la majorité des personnes embauchées par donc, les programmes d'immigration temporaire viennent pour les emplois de niveau C et D de la classification nationale des professions, donc des emplois considérés peu spécialisés et surtout dans l'agriculture. Donc, si on prend les données, par exemple, de 2019, la dernière année avant la pandémie, nous avons environ 4600 personnes embauchées pour les professions de niveau A et B et 18 500 pour les professions de niveau C ou D, dont 16 500. Donc, c'est vraiment une partie importante pour le secteur agricole. Si on prend en considération juste le secteur agricole, la majorité des personnes au Québec viennent du Mexique, par le biais notamment du programme pour les travailleurs agricoles saisonniers, et du Guatemala par le biais du volet agricole. Le secteur agricole, d'ailleurs, est intéressant pour penser l'immigration temporaire parce que les programmes et les volets qui concernent le secteur agricole se caractérisent par des formes de contrôle de la mobilité qui sont plus importantes par rapport à d'autres volets d'immigration temporaire. Au-delà du permis de travail fermé qui caractérise toute personne migrante temporaire des volets mentionnés, les personnes qui viennent pour le secteur agricole ne peuvent pas venir avec leur famille, ce qui favorise aussi souvent un système de dortoir. Et donc, toutes ces contraintes, donc le permis de travail fermé, l'impossibilité de venir avec leur famille, mais aussi les difficultés d'accéder à la résidence permanente pour ces profils considérés peu spécialisés, reflètent ce qui est une forme d'utilitarisme migratoire. C'est-à-dire que le contrôle de la mobilité, la migration est pensée seulement en fonction des besoins économiques du pays, dans ce cas du Québec. Et le défi, justement, c'est de penser des bonnes pratiques au-delà de cette logique. Merci, Lucio. Souleymane, je vois que vous voulez ajouter. Oui, effectivement, j'attendais, vu on s'était préparé, j'attendais cette intervention de Lucio là pour amener plus de précision au niveau des statuts. Et ça, c'est très intéressant parce que je parlais tout à l'heure des statuts et les statuts, il y a des statuts, comme on dit, précaires et des statuts béton. Les statuts béton, c'est là où la personne jouit de sa liberté, jouit donc, et puis donc a assez de mobilité, a assez d'autonomie. Ça, c'est les statuts de résident permanent. De la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000-2010, quand on regardait les courbes les études, moi j'avais participé à une étude justement sur l'intégration professionnelle des personnes immigrantes avec la T-série, on voyait que les résidents permanents, c'était un peu plus élevé ou plutôt égal aux résidents temporaires. Et là, et à l'époque, souvenez-vous, on parlait beaucoup des difficultés des médecins, des ingénieurs à trouver du marché de l'emploi, à trouver du travail dans le marché de l'emploi. Mais moi, j'ai travaillé à Sherbrooke et souvent, ce qui se passait aussi, c'est qu'il y avait des réfugiés dont le gouvernement pouvait en fait que le gouvernement pouvait installer en région. Et ces réfugiés-là, ce qu'on voyait, c'est qu'ils restaient en région, mais après quelques années, ils repartaient. Donc, globalement, ce qu'on voyait, en fait, on voyait des difficultés de rétention en région des réfugiés. On voyait aussi des résidents permanents qui avaient des problèmes d'intégration professionnelle avec donc cette fameuse image du médecin ou de l'ingénieur qui n'est pas reconnu par les autres professionnels. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que dans la région de Sherbrooke, je l'ai vraiment noté, il y avait un enjeu entre les profils des immigrants qu'on avait en région et les besoins des employeurs. Mais aussi, ce qui ressortait, c'est que les résidents permanents sont très libres et autonomes et s'installer où ils voulaient. Par exemple, s'ils ne trouvaient pas leur
s'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient en région, ils partaient à Montréal ou ils partaient en Ontario ou bien même en Alberta. Ben là, justement, on corse les choses, on amène vraiment la dimension immigrants temporaires. Et là, c'est là où on voit les courbes à partir de 2010 où les immigrants temporaires dépassaient 10 000 fois, en fait, les immigrants permanents en même temps, les résidents permanents. Donc, ce qu'on voyait quand même, c'est la logique économique. La logique économique est là, elle est présente. Et là, avec l'immigration temporaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que les problèmes, en fait, les enjeux, les écueils, les difficultés sont exacerbés et sont multipliés par 10. Et surtout aussi, on parlait tout à l'heure des statuts, avec ces statuts précaires-là, ils n'ont pas accès aux organismes, à des réseaux d'aide et tout, donc ils vont être isolés. Et ça, c'est la dimension aussi responsabilité sociale ou humanitaire, où finalement, quand on parle d'immigration, ben, on le sait, c'est des logiques économiques. Mais jusqu'où la logique économique va aller ben, au détriment, en fait, de l'humain, en fait. Et c'est la question qui est posée. Et ce qui est difficile, c'est que dans les années 2000-2010, on parlait beaucoup dans les émissions, dans les médias, des immigrants qui avaient du mal à trouver du travail, qui n'étaient pas reconnus par les autres professionnels, alors qu'il faut rappeler, les immigrants qui sont sur les ordres professionnels, c'est 15%, donc près de 85% n'étaient pas régis à ça, et puis donc il y avait des enjeux de reconnaissance des acquis et des compétences. Et là, avec les immigrants temporaires, on dirait qu'ils sont dans l'ombre. Peut-être il y a des spécialistes comme Lucio qui travaillent là-dessus, qui vont alerter, ils sont dans l'ombre, dans l'angle mort, et pourtant il y a beaucoup d'enjeux sociaux. Et puis je pense que ça, ça va être très important en fait qu'on en parle, parce qu'on ne les voit pas. En fait, c'est des gens, c'est des invisibles en fait, c'est des travailleurs invisibles. On peut parler aussi des travailleurs qui sont recrutés par les agences de placement. Ça, peut-être qu'on y reviendra aussi. Voilà, c'est ça que je voulais apporter, mais j'attendais que Lucio introduise et puis pour que je puisse apporter plus de précision. Voilà. Très bien, merci à vous pour cette définition et pour avoir mis au clair les différents statuts d'immigration qui existent au Canada et également les réalités auxquelles les personnes immigrantes font face. Anne-Marie, vous qui travaillez à Hydro-Québec et qui avez participé à la mise en place d'un programme en direction des personnes immigrantes dans votre entreprise, selon vous, qu'est-ce qui est primordial qu'une entreprise sache et fasse avant d'embaucher une personne immigrante? Il y a beaucoup de choses et en même temps, sans faire toute une mise en scène, parce que dans la mesure où la compétence, elle existe, c'est ce qui doit être mis en valeur. De notre côté, il y a un défi chez Hydro, à savoir que on avait une démographie d'employés assez homogène, il faut se le dire. Contrairement à d'autres entreprises qui sont très urbaines, nous sommes étendus partout au Québec. Et dans une entreprise qui a à peu près le monopole et avec une mission de base qui invite des emplois très spécialisés. Alors, je vous dirais que quand j'ai mis en place le programme, qui d'ailleurs a été inspiré par la Ville de Montréal, qui nous a invités à joindre le bateau, là, c'est vraiment, on en est reconnaissant parce que ce que j'aime en diversité et inclusion, c'est que tout le monde veut aller plus loin, plus vite. Alors, on profite des bons coups des autres et aussi des moins bons coups pour ne pas les répéter. Il y a beaucoup d'entraide dans ce secteur-là. C'est ce qui fait qu'on avance bien. Alors, pour répondre directement à la question, on a d'abord, nous, voulu exprimer 3 intentions avec l'avenue du programme. Bien sûr, c'était d'aller recruter de grands talents parce qu'ils sont nombreux parmi les personnes immigrantes, mais ça nous servait aussi à nos équipes qui sont très homogènes de côtoyer la différence avec un principe très simple auquel je crois énormément, que quand on la côtoie, la différence, quelle qu'elle soit, que ça passe par un fauteuil roulant ou une couleur de peau ou un accent, on arrête de le craindre parce qu'on le découvre et puis on apprécie la compétence. Et puis après ça, la couleur de peau ou la grandeur ou le fauteuil roulant, on ne le voit plus, mais on voit la personne derrière. Alors, c'était donc permettre à nos gens de la côtoyer, donc cette différence-là. Et comme on est une entreprise publique d'un point de vue plus national, québécois, c'était aussi de donner l'occasion à ces récents immigrants-là parce que, comme M. Suleiman le mentionnait, les personnes immigrantes, ce sont vraiment le groupe qui est ciblé par le programme. On souhaitait aussi mettre en action professionnelle le plus vite possible les personnes immigrantes parce que les études sont assez éloquentes là-dessus. Le plus ça prend de temps avant de se réinvestir dans son domaine d'expertise,
le plus ça menuise les chances de se mettre à faire un emploi pour lequel on est beaucoup trop formé. Alors, c'était l'intention donc qu'on avait. La mise en place a aussi... j'ai travaillé très fort et ça s'est fait assez naturellement. Nous avons décidé de centraliser les charges d'exploitation. Donc, étant donné le défi qu'on avait d'accueillir des gens issus de l'immigration alors qu'il y en avait peu dans l'entreprise, on s'est dit pour que les gens lèvent la main pour accueillir quelqu'un, un parrainage, il fallait limiter le plus d'obstacles possible. Alors, on a décidé, comme c'était un nombre X au départ, dire, écoutez, occupez-vous pas du salaire. Nous, pendant la période du projet, le salaire, on va en tenir compte, on va le centraliser. Alors, les équipes étaient... donc, avaient une responsabilité parce qu'accueillir quelqu'un de nouveau, c'est toujours exigeant. Accueillir quelqu'un qui a à découvrir le code socio-professionnel, ça a aussi ses exigences. Alors, on a voulu alléger à d'autres égards. Il y a aussi, on a aussi discuté avec le syndicat. Au niveau de l'embauche externe, nos conventions collectives, parce qu'on est une entreprise extrêmement syndiquée, là, presque 80%, on ne voulait pas que ce soit vu comme une menace, à savoir qu'on leur a bien expliqué qu'on n'abaissait pas nos exigences de qualification. Si je cherche un ingénieur électrique, membre de l'ordre, dans mes postes en général, je n'avais pas j'avais aucune intention de niveler par le bas les attentes. Ça ne rendrait pas service à l'entreprise, ça ne rendrait pas service aux ressources non plus. Alors, ils ont été à la surprise de certains, très ouverts à l'idée de pouvoir mettre en affichage public des postes qui étaient destinés strictement à ce groupe-là. Puis plus tard, j'aurai l'occasion de vous donner un peu un portrait là, de à quoi ça correspond en termes de chiffres. C'est assez intéressant. On peut dire c'est un très grand succès actuellement. Merci beaucoup, Anne-Marie. Souleymane, Lucio, avec vos expériences respectives, je vous pose également la question, selon vous, qu'est-ce qu'une entreprise doit savoir et doit faire avant d'embaucher une personne immigrante? Peut-être Souleymane, si je vous voyez. Ouais, je peux y aller. Déjà, la première chose à dire, c'est de quelle entreprise on parle. Hein. Aussi, au Québec, on parle beaucoup des PME vs des grosses boîtes. Ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes ressources humaines aussi. Et on sait qu'au Québec, on a beaucoup de PME. Ça me permet en fait de faire un peu une transition vers ce que disait Anne-Marie à propos de l'EDI. Vous savez, au Québec, en ce moment, on parle beaucoup d'équité, diversité et inclusion. Et ça fait longtemps que ces programmes-là existent. Récemment. Et puis, il y a quelques années, on parlait beaucoup de relations interculturelles, d'intervention, de médiation interculturelle. C'est intéressant que vous faites référence au programme de la ville de Montréal, en fait, que je connais très bien, et le récent plan directeur ressort. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il faut dire de quoi on parle. Les enjeux concernant une grosse boîte comme la ville de Montréal, Hydro-Québec, Bombardier, moi, je trouve que ces fleurons québécois-là, justement, ont un rôle à jouer, un rôle de leader inclusif. Ils doivent imprimer la marque, elles doivent imprimer la marque, elles doivent donner l'exemple, en fait. Et donner l'exemple, et c'est très intéressant. Donc, en fait, donc c'est très intéressant. En donnant l'exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, apporter des changements, des modifications. Et c'est très intéressant aussi ce que vous disiez, c'est qu'en fait, on est dans ce contexte-là où la société change, où les entreprises doivent refléter justement la société, mais à l'interne, il y a des structures qui sont créées depuis des années, disons depuis même un demi-siècle, avec des syndicats. Et les syndicats, quand même, ont un rôle à jouer. Donc, finalement, il y a des structures systémiques et il faut que les systèmes, en fait, changent et s'adaptent, en fait, à la réalité sociale. Et souvent, ce n'est pas évident et ça prend du temps. Mais ce qui est intéressant, ce que je voulais dire aussi, les PME, on voit que des fois, il y a des PME, des coopératives, par exemple, qui me contactent, qui veulent mettre en place des programmes EDI et puis ils se disent, ouais, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas quelque chose d'adapté à nous. Il n'y a pas quelque chose d'adapté à nous, c'est fait pour les grosses boîtes. Et tout l'enjeu aussi, c'est comment adapter les programmes équité, diversité et inclusion à des PME. Ça, c'est un enjeu, c'est la problématique. Moi, je travaille là-dessus et puis j'espère qu'on va trouver une solution. Mais ce qui est intéressant aussi, quand on parle d'équité, diversité et inclusion, VS, donc, ou bien en tout cas parallèlement à l'intervention interculturelle ou aux communications interculturelles, c'est qu'il faut savoir qu'on est à la croisée des chemins de deux approches.
l'approche interculturelle qui, avec donc l'immigration, visait l'intercompréhension, les communications interculturelles, justement, comment intégrer une personne. Et l'approche EDI, on parlait tout à l'heure des statuts et je ne l'avais pas souligné, il ne faut pas confondre les Québécois issus du groupe, des groupes racisés, des Canadiens qui sont nés ici, qui se sentent québécois, et puis peut-être qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui ne sont pas des personnes immigrantes. Et souvent, en termes de compétences interculturelles, en termes de communication interculturelle, si on ne fait pas attention, on peut les assimiler, et c'est très, 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 très sensible pour ces personnes-là, parce qu'ils disent, mais moi, je suis québécois, je suis d'ici, pourquoi tu me dis que je suis, je sais pas moi, sénégalais, que je suis haïtien. Donc ça, c'est très important. Et l'EDI, en fait, va chercher les dynamiques de pouvoir. Et l'EDI, quand on fait l'historique, qui vient du mouvement des droits civiques, l'EDI, en fait, va questionner les dynamiques de pouvoir. Alors que l'intervention interculturelle, c'est ce qu'on a connu jusqu'à récemment, ben, va favoriser l'intégration, l'intercompréhension, la communication interculturelle. Et on est à la croisée des chemins de ces deux approches-là. Il faut faire c'est très subtil, il faut le prendre en compte. Je reviens à la ville de Montréal, justement, prenez l'exemple du BINAM. Quand ça a été créé, à l'époque de l'arrivée des Syriens, on parlait du bureau d'arrivée des nouveaux arrivants. Récemment, avec la consultation publique sur le racisme systémique, le BINAM a changé justement de mandat en ayant aussi le mandat des personnes racisées. Parce que c'est les personnes racisées finalement, et puis dans le rapport de l'OCPM, on a dit clairement que l'accent a été trop mis en avant sur l'intégration au détriment de la lutte contre le racisme ou de l'équité et de la diversité. Donc, on est à la croisée des chemins pour les entreprises. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très important de connaître ces structures-là, et les PME, en fait, n'ont pas assez d'outils ou n'ont pas assez de moyens pour mettre en place, en tout cas, et il n'y a pas pour l'exemple en termes de benchmark ou en tout cas d'outils empiriques, il n'y en a pas d'outils qui sont adaptés à ces PME-là. Et je pense que pour les professionnels qui travaillent là-dessus, au-delà des grosses boîtes ou des municipalités telles que la ville de Montréal, l'enjeu se trouve là parce qu'on a beaucoup de PME. L'autre chose, je vais terminer par là, ce qui est important aussi pour une entreprise, surtout pour une PME, je pense que c'est de connaître l'écosystème, en fait, de l'immigration de sa région. Par exemple, on est au Québec, on sait que quoi qu'on dise, il y a un réseau, en tout cas en accueil et intégration des personnes immigrantes avec des professionnels qui travaillent là-dessus. Je pense qu'une entreprise ou un groupement tel que, je pense que l'UPA, en tout cas, s'ils veulent accueillir des immigrants temporaires ou des résidents permanents, ils peuvent, il y a même des bureaux régionaux du ministère de l'Immigration, c'est d'aller vers ces réseaux-là, poser des questions, présenter leurs projets, et ces gens-là, soit ils peuvent les accompagner, soit ils peuvent les référer. En d'autres termes, ce qu'une entreprise ne doit pas faire, c'est s'isoler ou bien vouloir faire affaire à juste du privé. Il y a quand même oui, donc il y a cela parce que ça va les aider en fait au niveau même, parce que l'immigration, c'est quand même aussi, il y a beaucoup de démarches administratives. Hein. Il y a beaucoup de démarches administratives, surtout un résident temporaire, par exemple les Français PVTistes, quand ils arrivent, ben, il y a beaucoup d'enjeux justement pour aller renouveler les papiers, pour aller, en tout cas, ou bien les réfugiés reçus ou acceptés, là aussi, ou bien les demandeurs d'asile, si on les engage, il y a beaucoup de démarches administratives, donc l'entreprise ou la PME doit être préparée à ça. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'importance, encore une fois, je reviendrai sur vraiment faire affaire avec des organismes d'abord, avant même d'aller vers le privé. Oui, il y aura des entreprises privées qui vont essayer d'accompagner tout, c'est normal, mais d'aller, parce qu'au Québec, on a la chance d'avoir un réseau bien établi, que ce soit en région, que ce soit à Montréal. En Montréal, je pense qu'il y a une trentaine ou même une cinquantaine d'organismes qui accompagnent des personnes immigrantes qui ont un défi aussi de comment intégrer l'EDI là-dedans. Encore une fois, ça, c'est un enjeu, c'est un nouvel enjeu, mais aussi, et donc, pour moi, l'entreprise doit faire affaire à ces gens-là d'abord, à ces organismes-là, à ce réseau-là, qui vont les accompagner, les sensibiliser sur beaucoup de choses, parce que si l'entreprise veut faire cette démarche elle seule, elle peut se casser justement les pieds, en fait. Donc voilà. Je vais dire. Merci, Souleymane. Lucio, est-ce que vous avez... est-ce que vous avez, de par vos expériences respectives, des conseils à donner aux entreprises de ce qu'elles doivent faire et savoir avant d'embaucher une personne avec un statut de travailleur saisonnier, travailleur étranger temporaire? Ben, tout d'abord, je partage le conseil de Suleiman de faire appel aux organismes communautaires. Absolument, je trouve que c'est très important. C'est des organismes qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité des personnes immigrantes au-delà du statut migratoire.
Concernant vraiment les travailleurs et travailleuses agricoles saisonniers, il y a plusieurs enjeux, à savoir même avant d'embaucher. Il a été prouvé, par exemple, que les programmes de migration temporaire sont utilisés par des agences de placement au Canada et dans les pays d'origine pour frauder des personnes migrantes. Donc, j'ai pu aussi rencontrer nombreux travailleurs qui ont dû payer des montants exorbitants pour venir au Canada. Donc, ces personnes arrivent déjà endettées. Donc, je conseille évidemment aux entreprises qui décident de faire appel à des agences pour recruter à l'international de bien se renseigner sur les agences justement consultées pour éviter de se retrouver avec des personnes endettées parce que bon, c'est une situation qui n'est pas qui n'est pas comme bonne pour la personne embauchée, mais non plus pour les entreprises. L'autre aspect, comme mentionné, c'est celui des logements. Donc, pour les travailleurs agricoles saisonniers, les logements, le plus souvent, sont bâtis près des lieux de travail ou parfois même à l'intérieur des lieux de travail, comme dans le cas de certaines serres que j'avais pu visiter pendant mon enquête de terrain au Québec. Donc, souvent, les travailleurs se retrouvent à plusieurs dans la même chambre. Ce qui est intéressant, c'est que les normes pour les logements pour les travailleurs agricoles saisonniers sont inférieures aux normes qu'on a pour les personnes nées au Canada ou au Québec. On fait l'exemple des lits superposés. Les lits superposés sont interdits dans le cas des mines, par exemple, où on retrouve une main-d'œuvre saisonnière, mais qui est plutôt locale, nationale, alors que les lits superposés sont très utilisés dans le cas des logements des travailleurs agricoles saisonniers. Donc, parfois, il ne faut pas non plus répondre aux exigences pour les programmes pour les travailleurs agricoles saisonniers, mais je dirais de faire même mieux de ces exigences parce que ces exigences parfois ne correspondent pas aux conditions qu'on donne aux personnes nées au Québec ou aux personnes qui ont la résidence permanente au Québec. Un autre enjeu, c'est la question de santé et sécurité au travail. La Commission des normes de l'équité santé et sécurité au travail a montré comment, au cours des dernières années, les cas d'accidents de travail pour les travailleurs et travailleuses étrangers temporaires se multiplient. Cela n'est pas étonnant parce que d'une part, ces personnes se retrouvent le plus souvent dans les emplois les plus précaires, avec justement les personnes embauchées par les agences de placement mentionnées par Suleiman. Et parfois, elles doivent aussi accomplir les tâches les plus dangereuses en entreprise. Mais il y a aussi la question de la barrière linguistique qui se pose comme un problème dans le cas de santé et sécurité du travail. Donc, je dirais que c'est bien d'avoir une personne qui maîtrise la langue des personnes, la langue d'origine des personnes embauchées à l'international, justement pour donner des formations en santé et sécurité au travail dans la langue d'origine des personnes embauchées. Et un dernier aspect, c'est de bien se renseigner sur les conditions et les obligations aussi de l'entreprise lorsqu'elle embauche des personnes à l'international. Un exemple qui peut sembler banal, mais que je l'ai trouvé dans toutes mes enquêtes de terrain et je l'ai retrouvé encore aujourd'hui dans l'enquête sur les personnes migrantes dans l'industrie de la construction, dans le cas d'un soudeur, c'est que les entreprises parfois confisquent les documents de la personne embauchée. Donc, le passeport, par exemple, ou la carte RAMQ, c'est souvent un moyen pour renforcer un peu la dépendance vers l'entreprise et pour s'assurer la rétention au-delà du permis de travail fermé. Mais c'est une pratique totalement illégale et c'est une forme de traite humaine. Donc, c'est aussi très dangereux pour les entreprises de confisquer ces documents finalement. Merci, merci à vous d'avoir répondu à cette question. Si je reprends ce que Suleiman nous a dit tout à l'heure concernant l'insertion des personnes immigrantes sur le marché du travail, il nous a dit que c'était une question qui n'était pas seulement récente, c'est une question qu'on se pose déjà depuis des années. J'imagine bien qu'il existe des pratiques, puis Anne-Marie nous en a parlé un peu aussi tout à l'heure, qu'il existe des pratiques qui fonctionnent, qui ont bien fonctionné et dont j'imagine les participants d'aujourd'hui voudraient en savoir plus. Donc peut-être Anne-Marie qui avait commencé tout à l'heure, si vous pouvez nous parler de ces pratiques gagnantes
que les entreprises là, qui sont présentes peuvent mettre en place pour favoriser puis améliorer l'insertion des personnes immigrantes dans leur milieu de travail. Oui. Vous aviez raison, Suleiman, tout à l'heure de mentionner la réalité des entreprises petites ou moyennes versus un organisme public de l'ampleur d'Hydro-Québec ne sont pas du tout les mêmes. Mais bon, écoutez, on n'a pas à être gêné de ce qu'on fait, parce qu'au contraire, je pense que ça a des portées sur les plus petites organisations qui sont très riches, là, ne serait-ce que parfois des modèles dont on peut s'inspirer. Je pense qu'un des succès du programme a été, si je reviens au programme, a aussi été d'assurer l'accompagnement au quotidien, non pas par le gestionnaire, parce qu'un gestionnaire a un rôle bien spécifique, mais par un collègue volontaire. Et ça, on insistait toujours beaucoup là-dessus pour devenir l'inséparable du nouvel arrivant dans son rôle, parce qu'il y a toujours une relation à la hiérarchie selon la culture qui est différente. D'avoir un collègue qui t'est assigné pour qui est ouvert à répondre à n'importe quelle question qui semble banale pour certains, mais qui peut devenir extrêmement importante pour quelqu'un qui arrive, un collègue qui est capable de voir dans le non-verbal que malgré quelque chose qui pouvait paraître comprise ne l'est pas, parce que l'usage d'un vocabulaire qui est très, très régional. Bon. Alors ça, c'est clairement une pratique gagnante et je suis convaincue que ça s'appliquerait dans n'importe quelle entreprise. Donc, en résumé, c'est quelqu'un qui n'a pas un rôle d'autorité, mais un rôle de compagnon au quotidien, pour revenir avec l'expression que j'ai utilisée plus tôt, pour aider à démystifier ou à déconstruire tous les codes dont on ne se rend pas compte qu'on fait usage en termes social et professionnels, raison de plus. Ensuite, on a pris soin d'expliquer, c'est un terme qui devient galvaudé, un peu les biais ou les préjugés inconscients. N'empêche que dans une entreprise comme la nôtre, et on n'est pas les seuls, là, qui avaient un portrait une photo assez homogène, d'expliquer aux gens de les mettre en garde contre eux-mêmes sur certains aspects. Ça a eu un effet assez positif. C'est sûr que c'est une action, mais une action qui a été portée. Et aussi de valoriser des gens parmi nos collègues qui sont issus, ne serait-ce que de deuxième ou troisième génération, mais qui sont issus de quel que soit le groupe sous-représenté auquel ils sont associés, de mettre en valeur dans un parcours de vie, dans un parcours ou une réalisation professionnelle, pour essayer de limiter le stigma, là, ou de quel pays tu viens et tout. Non, maintenant ton pays, c'est ici. Parle-nous de ce que tu fais, parle-nous de tes réalisations, parle-nous de tes rêves. Alors ça, on tente de valoriser les individus à travers ça. Et de plus en plus, chez nous, on parle d'inclusion, beaucoup plus de diversité, pour que ça devienne quelque chose qui est naturel. On a aussi proposé aux gens qui sont issus de minorités, de groupes ethnoculturels récents ou de quelques générations, de se regrouper via un groupe d'affinité. À l'époque, j'étais toute seule responsable du mandat, mais je leur disais, si vous avez le goût de former un groupe, je pense que vous seriez les mieux placés pour devenir nos antennes à nous qui occupons des fonctions plus corporatives, des antennes pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, sans amener de cas personnels, parce qu'on passera à côté de l'intention, mais les obstacles qu'ils rencontrent, comme certains le vivent, ben, ils sont les meilleurs porte-parole pour ça, avec des propositions ou des recommandations, ce qui a donné lieu à certains gestes concrets la dernière année qui sont issus justement d'un groupe d'affinités qui ont, oui, une dimension plus sociale de réseautage pour aider à bénéficier des contacts de chacun et des contacts professionnels et humains, mais aussi, en ce qui me concerne, d'avoir une espèce de sounding board au-delà de l'aspect social. Dernière chose, a été aussi très, très riche. Et il n'y a rien qui empêche des PME de faire la même chose, de s'entourer, de créer une communauté de pratique, s'entourer d'autres entreprises, que ce soit de votre secteur d'activité ou de secteurs connexes, de se créer des moments d'échange avec des thématiques précises, parce que je crois énormément
Et mon expérience de vie m'a démontré que c'est ce qui nous permet d'avancer le plus vite et d'aller tirer les essais et erreurs des collègues pour essayer de les adapter à notre réalité ensuite. On n'a pas été tous mis sur la même planète pour rester tout seul avec nos défis. Je crois beaucoup à ça, moi, de se donner des occasions avec des thématiques précises, parce qu'il ne suffit pas de juste passer du temps pour passer du temps, là, mais pour tenter de résoudre ou brainstormer sur des situations qu'un et l'autre vivent. C'est ce que j'aurais le goût de vous apporter. Oui. Merci Anne-Marie. Est-ce que Souleymane, Lucio, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette question qui permette aux entreprises de connaître un peu ce qui existe et ce qu'elles peuvent faire pour améliorer l'insertion des personnes immigrantes? Oui, ben, je peux y aller. Je pense que on se place, il faut le placer sur différents niveaux, en fait, au niveau de l'accueil, de l'accompagnement, au niveau justement de l'accueil, on peut dire, mais aussi au niveau interne de l'entreprise. Moi, je distinguerais déjà les pratiques gagnantes, la concertation, c'est-à-dire au niveau du réseau, que ce soit au niveau de la ville, de la région, que les acteurs, que les entreprises, ça peut être au niveau de leur chambre de commerce, si on parle d'entreprise, de PME, qu'ils se concertent. Donc, comme ça, il va y avoir une vision commune et puis donc une façon de faire qui n'est pas, que ça ne soit pas éparpillé. Ça, déjà, c'est un. Parce que souvent, on voit quand ça ne marche pas, c'est que c'est éparpillé et qu'il n'y a pas une colonne vertébrale. Pardon. L'accompagnement, encore une fois, les pratiques gagnantes. Et là, je pense que le Québec, quand même, depuis les années 60-70, a fait un gros effort avec un réseau, comme je disais, d'organismes qui sont là, qui accompagnent. Donc, l'accompagnement. Oui, je rejoins Anne-Marie quand elle parlait de côtoyer, le mentorat. Donc, et puis, donc, on sait qu'on a eu un programme qui a très bien marché à Montréal, bon, qui ne plaisait pas aux organismes communautaires, mais quand même qui a très bien marché avec la Chambre de commerce Interconnexion. Moi, je pense que ce type de programme-là, parce qu'on sait que dans tout ce qui est équité, diversité, inclusion ou relations interculturelles, le mentorat, justement, vient amener ce qu'Anne-Marie disait, côtoyer dans en fait la diversité, ce qui vient casser les biais cognitifs, ce qui vient favoriser le rapprochement interculturel, ce qui vient en fait vient vraiment changer nos perspectives et puis donc vient permettre l'intercompréhension. Donc concertation, accompagnement, mentorat, ça peut être au sens large avec un programme comme tel que le programme Interconnexion qui faisait du jumelage professionnel entre des chercheurs d'emploi et donc des entreprises. Et entre les deux, il y avait des intervenants qu'on pourrait appeler des médiateurs interculturels professionnels. Et puis donc, on voyait que les entreprises qui je pense que ça existe toujours à Laval, en fait, et ça permettait en fait aux PME, justement, parce que moi, je pense que l'enjeu au Québec, c'est comment les PME peuvent trouver leur place dans tout ça. Comment les PME peuvent trouver leur place dans tout ça. Je vous rejoins, Anne-Marie, quand vous dites, oui, les PME doivent pouvoir s'inspirer, doivent jouer le jeu, mais les PME, en fait, l'enjeu, c'est quoi? Souvent, ils n'ont pas les ressources humaines. Ou souvent aussi, c'est que c'est tellement petit que c'est pour organiser ces types d'activités-là où ils ne savent pas par quel bout le prendre. Souvent, moi, le conseil que je donne, c'est que mais justement, faites-le à travers vos regroupements d'organisations, parce que dans le domaine de l'économie sociale où je travaille, il y a le chantier de l'économie sociale, il y a les entreprises, il y a le collectif des entreprises d'insertion, il y a les entreprises adaptées. Toutes ces entreprises-là, c'est les entreprises d'économie sociale qui regroupe en fait des petites, ce qu'on appellerait des PME. Mais aussi au niveau des PME, il y a des pratiques gagnantes. Je pourrais citer l'exemple de Momentum Technologies à Québec, qui justement, c'est une entreprise d'informatique, une PME, qui face à la pénurie de main-d'œuvre, ben, c'est vraiment adapté à la situation et en s'adaptant à la situation, a pu justement s'appuyer sur ses employés issus des groupes racisés pour vraiment faire des programmes de jumelage interculturel, de mentorat pour favoriser en fait une dynamique d'équipe. Donc l'enjeu, donc, je pense que c'est ça, c'est-à-dire au niveau plus macro, la concertation, l'accompagnement, et au niveau interne, donc ben, le mentorat aussi, et au niveau interne, vraiment, tout ce qui est jumelage interculturel, couplé à la formation aussi, couplé à la formation, parce que les formations, c'est intéressant. Ce que vous dites souvent, ce qui est intéressant, ce qu'on remarquait, c'est que si la formation n'est pas dans un cadre ou apparaît comme imposé un peu, ben, le compte n'y est pas. Mais si la formation vient dans un cadre, justement, et dans une sorte
de canevas avec du rapprochement interculturel, avec quelque chose de ludique, ben, les gens jouent le jeu. Et l'idée aussi du mentor à l'interne, moi, je pense que ça, c'est incontournable. C'est justement avoir un mentor dans une en fait, approche horizontale où c'est un collègue, où c'est un collègue ou quelqu'un qui est proche, qui est là justement, qui va accompagner la personne. Ça favorise en fait justement le sentiment parce qu'on parle souvent d'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est vraiment le fait, en fait, l'inclusion, moi, je l'oppose à l'intégration qui est le fardeau en fait de l'adaptation, c'est la personne elle-même qui va faire la personne en fait défavorisée sur le marché de l'emploi, groupe racisé, personne handicapée, qui va faire l'effort de s'adapter, alors que l'inclusion, c'est l'organisation elle-même, c'est à elle que revient en fait, si on peut dire comme ça, le fardeau en fait de l'adaptation. Finalement, c'est les organisations qui doivent s'adapter à ces groupes-là. Et je pense que dans une perspective d'inclusion, justement, le mentorat peut jouer. Bref, en termes de pratique gagnante, je rejoins finalement Anne-Marie avec donc une dimension plus en fait, plus macro avec la concertation et l'accompagnement. Voilà. Merci. On sait, de l'exemple que vous avez donné aussi tout à l'heure, on sait qu'avec la pénurie, un des enjeux auxquels font face les entreprises québécoises, c'est, comme on dirait, garder son monde. Donc, je vous poserai la question, puis je poserai la question dans un premier temps à Lucio. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux personnes présentes ce matin concernant la rétention des employés migrants dans les entreprises? Dans le cas des travailleurs et travailleuses migrants temporaires, le permis de travail fermé, d'une certaine façon, a été pensé pour essayer de garder la main-d'œuvre à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui est intéressant dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers, c'est qu'on voit de plus en plus des personnes qui partent de l'entreprise et qui essaient d'aller aux États-Unis ou qui essaient d'aller ailleurs, et même modifiant les conditions migratoires. Donc, par exemple, on se retrouve dans un statut irrégulier. Ce qui montre, c'est que finalement, ces permis de travail fermés ne sont pas suffisants pour favoriser la rétention. Donc, je dirais vraiment que ce serait plus intéressant de renverser justement cette logique. Et donc, les entreprises, plutôt que de garder des personnes dans un statut, donc avec un permis de travail fermé, dans un statut temporaire qui est à la fois aussi vulnérable, précaire, de les accompagner pour avoir la résidence permanente. Donc, je pense que c'est plus important de prendre soin de la relation vraiment avec les travailleurs et les travailleuses, ou socialement aussi, plutôt que de faire confiance à une contrainte administrative qui finalement, elle est quand même défiée dans les comportements sociaux parce que comme tout le monde, si la personne n'est pas contente, peu importe les conditions administratives dans lesquelles elle se trouve, elle décide, elle essaie de changer, de poursuivre les ambitions, les projets qu'elle avait avant le départ. Donc, je dirais vraiment de les accompagner dans les démarches de résidence permanente, évidemment pour les temporaires qui veulent faire ces démarches-là. Merci, Lucio. Souleymane, je vous donne la parole si vous avez quelques conseils à partager. Ben, en fait, pour moi, la rétention des personnes immigrantes, la question qui se pose, c'est toujours par rapport à l'emploi qui est offert, si l'emploi correspond au profil. Si on l'a vu avec les personnes réfugiées à Sherbrooke au début des années 2000 ou dans les années 2010, souvent c'était des réfugiés, mais qui avaient un niveau d'études très élevé. Donc, à un moment donné, s'ils travaillent dans la manufacture, un truc, les gens sont ambitieux et puis peut-être vont vouloir changer d'emploi. Donc, ces gens-là, on a beau faire tout. Si le profil ne correspond pas à l'emploi qui est offert, la personne tôt ou tard va partir parce qu'un médecin qui fait un emploi c'est comme on dit, c'est des jobs alimentaires en fait. On l'a vu avec les agents de placement qui étaient des postes d'entrée. Donc souvent, moi, je pense que les employeurs aussi doivent être peut-être lucides et réalistes, dépendamment de l'emploi qu'ils offrent. Ils peuvent, c'est comme McDo en ce moment. On sait que McDo, souvent, c'est des jeunes, des étudiants qui travaillent à McDo, chez McDo, et puis pour travailler, et puis pour payer leurs études ou quelque chose comme ça. Après, c'est clair qu'ils vont aller plus loin. Donc, certainement, peut-être pour certains types d'emplois, peut-être dans l'agriculture et tout, je pense que les gens peuvent s'organiser et puis comprendre que c'est des postes, par exemple, les gens de placement l'ont été beaucoup
pour des nouveaux arrivants qui arrivent, ça va être des postes d'entrée, mais plus tard, les gens, soit ils vont retourner aux études, soit ils vont trouver un emploi qui leur convient. Donc, c'est ça. Mais c'est clair que je rejoins Lucio. Si on veut aller dans la contrainte ou dans le coercitif, ça ne marchera jamais. Ça va apporter, et puis ce n'est pas légal aussi, il faut le dire. Ce n'est pas légal. Ça montre encore une fois la dimension économique de la chose. La dimension économique, c'est-à-dire tout est fait au nom de l'économie, pour l'économie, mais encore, ça veut dire aussi qu'il faut changer de vision, de paradigme. On est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. L'immigration est une des solutions, mais ce n'est pas un remède imaginaire. Et aussi, il ne faut pas penser que les personnes immigrantes sont appelées à occuper certains postes d'emploi, parce il y a une étude de Paul Ide, justement, qui est sortie en 2012 sur en fait, l'intégration en emploi des personnes immigrantes. Mais ce qu'on notait, c'est qu'il y avait une surreprésentation des personnes racisées ou immigrantes dans certains métiers, tels que les centres d'appel, tels que les centres d'appel, tels que les agents de placement. Contrairement, par exemple, aux grosses entreprises telles que la ville de Montréal ou bien Hydro-Québec, où c'est assez... Alors que cette étude-là, ce qui était intéressant, c'est que ça allait chercher les diplômes, les personnes étaient diplômées et tout. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui a du mal à fonctionner. Et puis, la méthode qui était employée, la méthodologie, c'était le testing. Donc, à un moment donné, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas juste dans le paradigme, dans la façon de penser que certains types d'emplois, ça va être occupé par les personnes immigrantes. C'est des personnes comme tout le monde. À un moment donné, elles sont ambitieuses. Si elles ne trouvent pas le compte, elles vont partir. Et ce ne serait pas légal ou humain de vouloir les retenir en gardant le passeport, en gardant... Ce n'est pas humain. Et tôt ou tard, c'est des choses qui ne marcheront pas. Donc, pour moi, encore une fois, il faut que les employeurs de certains secteurs soient lucides, comprennent la réalité et peut-être s'adaptent comme McDo, ben, je veux dire, ce n'est pas un exemple, mais on sait que McDo, ils emploient des étudiants, des jeunes qui viennent entrer sur le marché de l'emploi, qui ne resteront pas toute leur vie là-bas. Pour peut-être dans les secteurs agricoles et tout, peut-être c'est des immigrants, ben, ça peut être des immigrants, ça peut être des jeunes. En tout cas, les personnes comprennent que ces personnes ne resteront pas éternellement et qu'ils aient un plan de carrière, justement. C'est là où je vais finir. Il faut avoir un plan de carrière, un plan de mobilité professionnelle. Encore une fois, j'en parlais avec une PME qui me dit, ouais, mais nous, on n'est pas une grosse boîte. C'est clair que quand la personne entre, c'est plutôt horizontal. Mais là, ça peut être les charges qu'on donne, les tâches. Si c'est une PME, on sait que, par exemple, il y a un coordonnateur, ben, il n'y a pas possibilité d'évoluer, ben, la personne, c'est dans la reconnaissance. C'est-à-dire, oui, on a tous le même statut, peut-être qu'on a le même salaire, mais peut-être moi, je pourrais faire, par exemple, de la représentation, et ça amène l'idée, encore une fois, de l'inclusion, reconnaître la personne dans sa spécificité et s'adapter. Mais c'est clair que si on veut amener du coercitif, vouloir changer les façons de faire, par exemple, amener plus d'immigrants temporaires parce qu'au niveau statut, ils sont plus précaires, donc on peut les contrôler. C'est-à-dire, oui, ça revient de la microgestion. Donc, à un moment donné, ça va créer plus de problèmes que de solutions, en fait. Donc, voilà. Et puis, là où je terminerai, c'est comme j'ai dit, il y a un livre qui était sorti il y a quelques années, le remède imaginaire. L'immigration non plus n'est pas un remède imaginaire par rapport aux enjeux de la pénurie de main-d'œuvre. C'est une des solutions, mais sans doute pas la seule, en fait. Voilà. Merci Souleymane. Anne-Marie, je sais que tout à l'heure, vous nous avez partagé quand même les actions que Hydro-Québec a mis en place. Est-ce que vous avez d'autres conseils à partager si vous avez mis en place des actions aussi concernant la rétention de vos salariés? N'hésitez pas à nous partager. Oui, ben, en fait, le taux d'engagement est très élevé chez Hydro-Québec. On le mesure chaque année et les gens issus des communautés ethnoculturelles n'y font pas défaut. Règle générale, je ne sais pas qui le mentionnait tout à l'heure, quand l'adéquation est bien faite, à savoir que la bonne compétence au bon poste, dans le cadre du programme, c'est quelque chose auquel on porte beaucoup, beaucoup attention. Bon, le programme, c'est pour... un jour, on n'aura plus besoin de ce programme-là. Hein. C'était pour... parce que l'embauche régulière continue de se faire. Il y a presque 2000 embauches par année chez Hydro. Mais là, c'était pour vraiment mettre en place quelque chose pour accompagner davantage, faciliter. Et après ça, il y a quelque chose qui s'installe et qui se crée plus naturellement. Le fait que les ressources chez Hydro, même avec un statut temporaire, ont accès à tous les postes qui sont affichés, même si tu es sur un programme pour une durée approximative de 6 mois, tu as accès à voir les opportunités, à prévoir la suite de ta carrière. On invite les gens
à aller cogner aux portes. Et il y a aussi quelque chose qu'on dit beaucoup de ce temps-ci, c'est quand il y a quelqu'un dont le leadership t'impressionne, le leadership est inspirant, va cogner à la porte, demande d'avoir un entretien pour discuter, sans que ce soit une structure de mentorat très formelle, mais il n'y a pas un gestionnaire et sans même un gestionnaire, un spécialiste qui n'acceptera pas d'avoir des échanges pour permettre à qui que ce soit, racisé ou pas, là, dans ce cas-ci, ça n'a aucun rapport. Bon, d'avoir la chance de voir les postes qui sont possibles, les conditions sont quand même relativement bonnes. On est en train de réfléchir à utiliser le groupe d'employés parce qu'a été soulevé certaines personnes qui vraisemblablement le français est leur 3e ou 4e langue. On oublie souvent tous les efforts qui vont avec le fait de s'approprier une langue qui n'est pas la sienne dans un contexte de vie qui est difficile. Le parcours migratoire, ce n'est pas une petite décision. Et on s'est dit, est-ce que, en fait, c'est les employés du groupe d'affinité qui ont même proposé. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer des duos ou offrir des duos d'employés pour avoir des occasions de discussion parce que la langue de travail chez Hydro, c'est 100% français et c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'insistance, ce qui fait que on voit le jour bientôt où un employé qui pourrait lever la main, dire « moi, j'aimerais ça avoir un collègue hispanique et puis de pouvoir avoir des échanges régulièrement en français ou qu'on me mette en contact avec un autre collègue francophone pour pouvoir parfaire mes habiletés dans un contexte un peu extra-curriculum professionnel. » Alors, il y a eu de l'appétit pour cette initiative-là. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que l'immersion en français est la meilleure formation, mais parfois, il y a quelque chose qui est plus confortable avec un collègue qui ne fait pas partie de tes activités au quotidien. Alors, écoutez, pour le programme, on est rendu autour de 120 ressources employées via le programme destiné aux nouveaux arrivants et le taux de rétention, donc au terme de la période du programme, est de 76%. Alors, c'est extrêmement positif. Les quelques employés, en tout cas, quand moi, opérationnellement, je m'en occupais davantage là, dans les 2 premières années, la plupart des gens qui ne restaient pas étaient des défis de langue. On s'était dit, OK, le français n'est pas encore au niveau, mais l'immersion va probablement permettre et il y a des gens, et je suis de celles pour qui les apprentissages de langue, c'est très difficile. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres. Alors, des gens qui ont dit, oh non, moi, je n'y arriverai pas, je vais prendre un autre chemin pour peut-être revenir éventuellement. Mais des problèmes d'intégration, je parle intégrer une équipe ou amener ton bagage professionnel à se marier avec les habitudes en place, vraiment, c'est des obstacles qu'on rencontre très peu et si oui, ça dure très peu de temps. Ouais. Merci à vous trois. Avant de terminer cette discussion et de passer à la période de questions-réponses, quel serait votre dernier mot? Avec quoi, voudriez-vous que nos participants repartent ce matin? Je laisse la parole à Lucio. Oui, au début, je parlais d'utilitarisme migratoire. C'est une logique qui est totalement assumée par le gouvernement actuel au Québec parce qu'il a décidé de baisser les seuils pour la résidence permanente tout en favorisant des mesures pour embaucher à l'international. Or, dans la majorité des cas, le plus souvent, cette logique utilitariste répond à des besoins peut-être dans l'urgence, mais dans la longue durée, comme le disait aussi Suleiman, pose plus de problèmes que d'avantages. Donc, j'espère que les entreprises vont au-delà de cette logique utilitariste et que comme je le disais avant, qui accompagnent justement les personnes vers la résidence permanente, parce que ça, c'est vraiment penser dans la longue durée, planifier aussi les besoins de l'entreprise. Ce n'est pas juste faire appel à une main-d'œuvre pour des besoins ponctuels jetables. Merci Suleiman. Anne-Marie? Merci Lucio, pardon. Anne-Marie? Sylva, pardonne-moi, j'aimerais que tu répètes la question, ça m'a échappé. Je demandais, puisqu'on était à la fin de notre échange, si vous aviez un dernier mot, s'il y avait quelque chose avec lequel vous voudriez que les participants de ce matin repartent, une information essentielle pour vous. En fait, moi, c'est quand j'ai la chance de conclure sur
il faut toujours voir l'être humain derrière ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, parce que fondamentalement, on est tous à la recherche de la même chose. À partir du moment où on se rappelle ça, on côtoie des gens qui sont des gens très, parfois des high speakers, là, des gens qui parlent fort et tout, d'autres qui qui ont un leadership plus discret, d'autres qui vont être peu compréhensibles quand ils parlent parce qu'ils parlent trop vite. La différence, on en a tous, on les a tous, nos différences. Quand on s'attarde dans le milieu du travail à la compétence en reconnaissant qu'elle peut s'exprimer de différentes façons, c'est ça qui est l'important, et cette barrière-là, elle tombe à force de côtoyer. C'est pour ça que j'offre toujours beaucoup d'occasions de côtoyer les gens et de parler de leurs différences dans un premier temps, mais rapidement arrêter d'en parler parce qu'il faut se concentrer sur l'être humain qui est derrière cette différence-là. Merci Anne-Marie. Souleymane, je vais laisser terminer. Oui, moi, je rejoins clairement Anne-Marie et Lucho sur la dimension humaine parce que c'est des humains qui sont derrière toute la paperasse, tout ce qu'on dit. Et c'est très important d'en tenir compte. Aussi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, le contexte, c'est la pénurie de main-d'œuvre et puis donc les employeurs sont perdus. Ils veulent trouver une solution. Comme j'ai dit, l'immigration est une solution, donc, mais ce n'est pas une solution miracle. Donc, l'enjeu, ce que je dirais, c'est qu'il faut avoir une vision globale, transversale, intégrée et inclusive en fait. Donc, et ça va éviter de faire des erreurs, ça va éviter de tromper, ça va éviter quand même de fixer ça va permettre de fixer le cap. Mais autre chose, ce qu'il faut dire, oui, c'est-à-dire, c'est que la dimension, je reviens à Lucio, ce qu'il dit, c'est clair que si on considère juste la dimension économique, le court terme, ben, le problème, c'est qu'on va créer plus de problèmes que de solutions. Et qu'on le veuille ou non, ces questions-là, c'est des questions aussi qui vont revenir sur les débats politiques. Et quand ça revient sur les débats politiques, les personnes, en fait, je veux dire, les populations qui ne travaillent pas au jour le jour sur ça, peuvent avoir des visions biaisées, en fait. Donc, finalement, personne n'est gagnant là-dessus si on ne considère pas la dimension humaine et surtout, moi, puisqu'on est avec des entreprises, des employeurs, moi, quand j'écoute et que je vois les débats et tout, ça insiste beaucoup sur l'immigration, on met la pression sur le gouvernement, mais ce n'est pas un remède imaginaire, ce n'est pas un remède miracle, mais aussi il ne faut pas juste voir, je rejoins Lucio encore, le côté utilitariste, c'est ça qui va sauver. Non, il faut avoir une vision, quelque chose de global, et puis donc voir les humains qui sont derrière pour pouvoir avoir des résultats. Et c'est frappant ce que je disais au début, comme par miracle, maintenant les résidents temporaires dépassent de loin les immigrants permanents. Alors, on sait qu'en termes de qualité de vie, en termes juste d'autonomie, ce n'est pas la même chose, en fait. Des résidents précaires sont plus nombreux maintenant que des résidents permanents. Ils ne sont même pas, ces résidents permanents-là, temporaires-là, ils n'ont pas droit à certains services offerts par des organismes communautaires. C'est qu'on est en train de créer un gros problème là. Et puis, c'est ça qu'il faut éviter. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous trois pour cet échange. La partie questions-réponses va commencer, donc n'hésitez pas, nos participants, si vous avez des questions à poser ou si vous avez besoin d'éclaircissement, de lever la main, on vous donnera la parole. Pareil, d'écrire aussi dans le chat ou dans la partie questions-réponses si jamais vous êtes peut-être moins à l'aise à l'oral. Je prends ce temps également pour remercier nos trois panélistes pour cet échange qui a été riche en informations, en conseils, avec beaucoup de bienveillance aussi. Vous avez mis en lumière certaines zones d'ombre qu'on avait. Vous nous avez partagé des informations, des conseils, des pratiques également qui nous ont donné une vue d'ensemble sur les personnes immigrantes, également sur les différents statuts d'immigration qui peuvent exister, également des pistes d'action pour diversifier les équipes dans les milieux de travail. Merci également aux gestionnaires et aux entreprises, aux participantes qui étaient là aujourd'hui. J'espère qu'avec toutes ces informations qu'on vous a données, ça va vous permettre de créer des environnements et des conditions de travail favorables et sécurisants pour améliorer l'insertion des personnes immigrantes. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de main levée ni de questions. Je pense que vous avez été très clair dans ce que vous nous avez partagé. Moi, j'ai juste peut-être une question. Tout à l'heure, quand on parlait d'interculturalité, de formation en interne,
Est-ce que vous auriez des ressources ou est-ce qu'on pourrait orienter les participants vers des organismes ou vers des institutions pour avoir accès à ces formations-là? Puis je laisserai la parole à Madame M. Hidalgo. Okay. Je sais que, Souleymane, vous nous avez parlé de l'interculturalité. Où est-ce que les participants peuvent aller prendre de l'information pour ou se former sur l'interculturalité? Oui, ben en fait, pour ça, je disais aussi qu'il y avait un réseau quand même bien établi au Québec, un réseau d'accompagnement dans le domaine de l'immigration. Souvent, les organismes ont quand même les ressources pour former les entreprises sur la communication interculturelle, l'EDI et tout. Donc, l'équité, la diversité et l'inclusion, souvent les entreprises quand même, que ce soit la TCRI, par exemple, avec le réseau Rossini, c'est qui regroupe les conseillers en emploi, eux, ils forment plus les intervenants. Mais d'autres entreprises, je pense Objectif Emploi, ici à Montréal, ont des programmes pour former les entreprises aussi. Il y a ça à travers les chambres de commerce, certainement. Et il peut y avoir, mais aussi, vous savez, certainement tout le monde est au courant avec la loi du 1% par rapport à la formation. La CPMT peut financer des formations justement en lien avec la diversité. Ça, moi, je pense que ça passerait par les regroupements des entreprises et puis qui passerait par leur comité sectoriel. Et puis là, ils peuvent donc faire une demande de subvention pour avoir une formation avec des formateurs ou des formatrices agréées. Parce qu'il y a aussi des formateurs, des formatrices agréées en interculturel et puis donc en diversité au niveau de la CPMT. Bref, donc les sources, premièrement, encore une fois, je reviens aux organismes, taper à la porte des organismes. Et donc, la deuxième voie, ça peut être via les regroupements d'organismes avec donc la CPMT qui a la commission des partenaires du marché du travail aussi, voilà, avec le FDRCMO. Merci Souleymane. J'en profite également, bien évidemment, on prêche souvent pour sa paroisse, mais j'en profite pour partager aux personnes présentes que Intégration Jeunesse du Québec, dans le cadre de ce projet-là, ID, nous proposons gratuitement un accompagnement personnalisé pour les entreprises qui souhaitent être sensibilisées à la question de la diversité, du racisme, des discriminations dans les milieux de travail. Donc, on propose en fait différents ateliers, tout un accompagnement avec différents ateliers, avec également un atelier aussi de mise en place de pratiques inclusives et un plan d'action auprès de toute entreprise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, à la fin, je vous mettrai également le contact de mon collègue Philippe-Antoine qui travaille essentiellement sur cet aspect-là du projet. Je vais donner la parole à M. Hidalgo. Vous pouvez ouvrir votre micro normalement. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Est-ce que vous me voyez? Pas du Non. tout. C'est parfait. C'est bien parfait comme ça. En fait, merci beaucoup. Les panélistes ont été très clairs et très faciles à suivre. Et puis, merci, Monsieur Souleymane, dont je suis d'accord beaucoup avec son point de vue global. Et Anne-Marie, évidemment, c'est très, très, très clair votre façon de penser. Et voilà, moi, je travaille pour la Corporation de développement économique de ma région à Victoriaville. Donc, je suis en région. Et puis, la situation des régions, elle est différente, évidemment, des grands centres. Nous avons une certaines situations difficiles, évidemment, le manque de main-d'œuvre. Par contre, cette année, tout particulièrement, nous avons eu beaucoup de succès dans tout ce que c'est régionalisation. Dans la régionalisation, nous avons travaillé énormément nous avons travaillé avec les entreprises, les entrepreneurs, question intégration, inclusion des candidats, et cela a apporté un succès extraordinaire. Donc, il n'y en a pas eu ces grandes problématiques qu'on peut se trouver dans les grands centres. Par contre, je suis d'accord dans l'ensemble que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on s'en va avec tout le système gouvernemental qui nous empêche, je pense que nous sommes d'accord avec ce point de vue, d'avancer beaucoup plus en profondeur avec les familles immigrantes qui nous arrivent en région.
Je vous explique que souvent, c'est la problématique des résidences. La résidence, elle ne vient pas assez facilement. Alors, en région, le côté positif que je trouve, c'est que les personnes sont déjà dans une intégration de la langue. Donc, ils ont déjà un outil extraordinaire pour intégrer une société québécoise que demande beaucoup au niveau du français, évidemment, je parle. Et ça, c'est la partie positive que je trouve au niveau de l'intégration. Au niveau de la jeunesse, j'ai vu beaucoup de jeunes s'installer en région pour la qualité de vie et cette philosophie intéressante que cette jeunesse professionnelle véhicule. Cela veut dire une grande connaissance de soi, de dire je veux et je vaux. Qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je vaux. Alors, ça, c'est aussi, je le vois dans cette immigration qui arrive de partout. Alors, mon point de vue serait peut-être plus de dire, en région, on a d'autres contraintes que dans les grands centres, mais en travaillant avec les entrepreneurs directement, on arrive à conscientiser toute cette inclusion. Et je n'ai pas vu beaucoup de racisme, honnêtement. Je suis migrante moi-même, donc je conscientise pour que ça se passe de la meilleure façon possible pour des familles, que derrière tout ça, j'ai beaucoup aimé Madame Anne-Marie, c'est des êtres humains avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Voilà, sur cela, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Je ne sais pas si l'un de vous trois voudrait rebondir sur ce qui a été partagé à l'instant. En tout cas, merci du témoignage. Puis merci d'apporter également cette vision de la région qui est tout aussi importante dans l'insertion des personnes immigrantes. Oui, Souleymane? Oui, c'est un très bon témoignage qui amène aussi plus au niveau de la dimension régionale. Et puis, j'ai bien aimé quand, au niveau, donc, ils disent qu'il n'y a pas de racisme. C'est clair qu'avec tout ce qu'on voit, c'est les manifestations publiques sur le racisme systémique, le fait que c'est des débats très politisés, ça peut en fait venir ne pas refléter la réalité, alors que les gens, effectivement, c'est pas, oui, partout on va voir de l'incompréhension ou des gens, par exemple, qui ne connaissent pas. Mais effectivement, moi, les gens sont de bonne foi. Il suffit juste qu'ils se côtoient, qu'ils se comprennent et qu'on ne soit pas dans un truc, qu'on ne soit pas dans du racisme. Pour moi, effectivement, on parle beaucoup, par exemple, de racisme systémique, mais regardez l'exemple d'Anne-Marie, c'est très intéressant ce qui se passe à Hydro-Québec. Elle reconnaît elle-même, c'est assez mono-ethnique et tout, mais il y a l'effort qui est fait par l'entreprise, qui va aller chercher des outils au niveau de la ville de Montréal, qui essaie de construire, et puis donc petit à petit, ça vient. Effectivement, maintenant, on ne peut pas demander, par exemple, ça, je veux dire, ce n'est pas pour plaire, mais on ne peut pas demander, par exemple, à Hydro-Québec, ben, il faut changer tout ça en deux mois. Ça prend un processus, et puis moi, c'est ça qui me rassure dans les discussions et tout. C'est clair que souvent, dans l'atmosphère politique ou dans tout ce qui se passe, ça peut biaiser ou ça peut casser vraiment des bonnes initiatives qui se font et qui se passent super bien. Et puis donc, le témoignage de Mme Hidalgo le confirme encore une fois. Et puis, je suis content que c'est ça. Et souvent, c'est ça la réalité. Il n'y a pas de racisme. Il y a le fait qu'il faut poser des ponts, qu'il faut côtoyer la diversité et construire et aller de l'avant. Moi, je suis dans un milieu économie sociale, c'est ça qu'on est en train de faire. Et ce qui me rassure, c'est que les gens sont de bonne foi. Donc, moi, je trouve que Exactement. et puis, oui, c'est ça. Je trouve que les débats qu'on va avoir, c'est en haut. Mais après, c'est des politiciens. Ils jouent leur jeu et puis ils vont aller chercher de l'électorat. Mais ça vient en fait casser les bonnes initiatives qu'on a et ça vient en fait déconstruire tout ce qu'on voit dans les médias. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et puis, merci Mais pour... par contre, excusez-moi, je vais juste finir avec un détail important. Je n'ai pas constaté de racisme, mais j'ai constaté beaucoup d'incompréhension parce que il ne faut pas se cacher, on est au centre du Québec, donc 95% c'est francophone. Et c'est une francophonie du centre du Québec. Donc, l'incompréhension, mais nous faisons un travail justement des collaborations, d'expliquer, d'informer. Alors, ce travail appartient à beaucoup d'organismes et les entrepreneurs, ils ont une grande responsabilité à un travail continu. Et je mets aussi et toute famille immigrante, je leur donne la responsabilité également de s'adapter parce que ce n'est pas
ce n'est pas le gouvernement complètement à son devoir de donner toutes les pistes et des solutions. Oui, on le prend, mais l'immigrant qui arrive, il a une grande partie des responsabilités de son intégration. Je ne parle pas évidemment des immigrants politiques dont leur pays est en danger complètement. Ça, c'est une autre histoire. Cette immigration triste et pénible pour les familles. Je ne parle pas de cette immigration. Alors, je fais juste attention, il y a de l'incompréhension, racisme, je n'ai pas été témoin, mais voilà, ça laisse quand même à croire qu'on est accueillant. Voilà. Merci Anne-Marie, j'ai vu que vous aviez enlevé. En fait, ce que j'avais juste le goût d'ajouter, c'est que, et Mme Imago l'a mentionné, on a une responsabilité citoyenne comme personne immigrante, on a une responsabilité corporative aussi de valoriser et de partager pour toutes les belles expériences, pour faire le contrepoids de gens qui sont très vocables sur la place publique. Et je suis d'accord qu'à certains égards vont permettre de régler certains enjeux, mais à d'autres égards viennent aussi mettre un nuage sur toutes les belles histoires. Et ça, pour les gens qui sont réticents ou qui sont encore sur leur garde parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de côtoyer, ça fait juste exacerber quelque chose qui… alors, le radicalisme n'a pas sa place dans ce contexte-là et c'est pour ça que je dis qu'on a aussi la responsabilité comme employeur de partager dans nos régions ou dans nos environnements de travail quand ça va bien, il faut le dire. Comme population québécoise de plusieurs générations aussi, on en a eu des défis et c'est pas vrai que tout va mal tout le temps. Alors, si on se complaît à juste mettre l'emphase sur ce qui va mal, on oublie que ce qui va bien est un moteur d'énergie aussi. Alors, il faut pas être naïf non plus, là. Et je pense que ce qu'on a comme responsabilité, c'est de mettre en place des moyens pour que les enjeux qui sont inacceptables auxquels sont confrontés ces gens-là doivent avoir des sources pour aller en parler et être entendus. À partir du moment où ces structures-là existent, mettons de l'énergie à dire ce qui va bien. C'est bon pour l'âme, c'est bon pour tout le monde. Alors, on a Aïssatou Gay. Alors, je vais juste ouvrir le micro. Aïssatou, vous pouvez normalement parler. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci tout le monde. Merci aux panélistes Souleymane, Anne-Marie et Lucio. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé votre approche qui est très humain. C'est très important de savoir que derrière chaque parcours migratoire, il y a un être humain qui a des besoins spécifiques et qui évolue dans un contexte spécifique. Mais pour apporter un petit complément par rapport à l'intervention de Madame Hidalgo tout à l'heure, moi, je suis la responsable de la régionalisation chez Intro Drummondville. Effectivement, pour ce qui est des régions, c'est vrai que c'est assez péjoratif de voir le verre à moitié plein. Donc, on va le voir, enfin, à moitié vide. Donc, on va le voir à moitié plein. C'est beaucoup plus positif. Mais pour autant, il ne faut pas que ça empêche d'être réaliste. Je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au niveau du bassin de vie pour préparer justement à l'accueil et à l'intégration des immigrants. C'est aussi important aussi pour les entreprises de savoir ou de prendre en compte une donnée qui est quand même importante, c'est par rapport aux immigrants qui arrivent au Québec en général. Si on ne considère pas les réfugiés et tout ça, mais pour ce qui entre par le programme des travailleurs qualifiés, c'est des personnes extrêmement qualifiées là. Qui avaient même généralement des emplois très qualifiés dans leur pays d'origine, qui sont venus ici, qui s'attendent aussi à un grow-up ou à continuer au moins dans leur domaine. Donc, en fait, ce que je ne veux pas, c'est que dès lors qu'on pense à la clientèle immigrante, qu'on se dise que c'est pour des postes pas qualifiés. C'est absolument pas le cas. Comme l'a si bien dit Souleymane tout à l'heure, ça peut être un job alimentaire parce que quand on arrive sur le territoire, il faut se nourrir, il faut nourrir sa famille, mais ces gens-là, ils ont un projet de vie, ils ont un projet de carrière et ils veulent évoluer. Donc, c'est extrêmement important de prendre ça en compte, de ne pas se dire « Ah, mais quand il s'agit de postes pas qualifiés, juste il faut que je pense à la clientèle immigrante ou aux organismes qui accompagnent les personnes immigrantes. » Non, non, non,
mieux à vous offrir là, surtout par rapport à la régionalisation. C'est vraiment des profils extrêmement qualifiés. Et pour ajouter encore une petite couche par rapport à ce qu'il avait dit tout à l'heure, au niveau des régions, c'est sûr qu'il y a un problème, un gap en tout cas au Québec, presque plus de 70% des immigrants restent à Montréal. Donc, nous, dans les régions, on a tout un travail titanesque, j'ai envie de dire, à faire pour attirer justement ces immigrants-là. Mais c'est une chose de les attirer, mais c'en est une autre de les retenir. Et là, c'est tout le monde, c'est tous les acteurs qui doivent intervenir, qu'on travaille ensemble. Autant les entreprises, le bassin de vie, tout bêtement, la caissière du supermarché, de l'épicerie, tout ça. Tout le monde a son rôle à jouer dans ce système-là pour une équité, une diversité et une inclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aïssatou, pour votre intervention. Je remercie vraiment tout le monde de cet échange. C'était vraiment un échange riche de tout ce que vous avez pu nous apporter, les panélistes, puis également les interventions qui ont eu lieu pendant la période questions-réponses. Vraiment, merci à tout le monde d'avoir été présent, d'avoir pris un temps dans vos agendas qui sont remplis très rapidement là, pour assister à cette rencontre. Merci à vous pour vos questions, pour vos commentaires, pour vos conseils. Je vais mettre rapidement un sondage qui va vous être envoyé par courriel si jamais vous n'avez pas le temps de le remplir maintenant. C'est un petit sondage d'évaluation qui nous permet aussi de nous améliorer. Puis je partage à l'écran l'information dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je vous disais que je prêchais pour ma paroisse. C'est l'accompagnement personnalisé dont je vous ai parlé. C'est vraiment un accompagnement pour permettre aux entreprises de sensibiliser également tout leur milieu de travail. Donc, pas essentiellement les gestionnaires. C'est tout à l'heure, Aïssatou a terminé en disant que c'est vraiment un travail global. Même au sein de l'entreprise, c'est un travail global. Anne-Marie en a parlé également. Ce n'est pas uniquement aux gestionnaires de prendre cette initiative-là, mais c'est important également que tout le staff, tout le personnel soit sensibilisé, soit prêt à s'engager. Donc, on vous propose cet accompagnement-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère vous revoir très prochainement. Prochaine conférence au mois de décembre. Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire. À nouveau, merci Souleymane, merci Lucio, merci Anne-Marie d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Puis, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Puis, je vous dis à très bientôt. Merci Sylvain. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci Sophie, un plaisir. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci Louisa pour l'animation aussi. Merci, Lucio.